Ici, on a Gabriel et Raphaël, dont c'est le premier Comic-Con. Ils sont venus ici avec leur papa. Et leur maman, c'est toi la maman Harley Quinn? Mais quand même, Harley Quinn est une bonne gardienne. Pourquoi tu voulais être Batman à la place de Superman? Parce que... Bonne réponse. Puis pourquoi toi, tu voulais être Superman? Oui. Non, pourquoi tu voulais l'être? Arrête de manger. Mais venir avec des enfants au Comic-Con comme ça, les introduire à leur premier trip de petit geek, ça doit être quand même du travail. Ouais, assez, parce que c'est drôle. Il faut quand même t'ailles soit leur faire. J'ai pas eu le temps de faire les costumes, malheureusement, parce qu'habituellement, c'est moi qui fais les costumes. Mais là, on l'aurait acheté, là, mais ils trippent. Là. Ils voient plein de personnages, genre « Ah, c'est Captain America! » On va les voir. Lui, en tout cas, il tire. Il tire super gros pour pouvoir, dans le fond, aller voir les personnages. Lui, il est un petit peu plus gêné, mais ça va, là, tu sais. Sais-tu, j'ai hâte d'en avoir à cause de vous autres, là. Ouais. J'adore. Bon Comic-Con! Je fais plein de belles rencontres avec cette émission-là, mais je pensais jamais rencontrer, vous êtes plus que Tintin, mais je pensais jamais rencontrer Tintin, Jean-Pierre Talbot. Vous avez joué, entre autres, dans, si je ne me trompe pas... Tintin et le mystère de la Toison d'Or, en 1960. J'avais 17 ans. Tintin et les Oranges Bleues en 64. J'étais déjà instituteur. Je me suis toujours posé une question, parce qu'on rencontre beaucoup d'acteurs ici, américains, des artistes qui sont connus par des milliers de gens. Qu'est-ce que ça fait, justement, d'être associé à un visage aussi connu, une icône aussi connue que Tintin? Qu'est-ce que ça vous procure encore aujourd'hui? Ben, en fait, je ne suis pas comédien, donc je dois ressentir les choses différemment. Je crois ressentir les choses de manière plus humble et plus juste, peut-être. Effectivement, j'ai beaucoup d'intimité avec le personnage parce que le public me prend pour Tintin. Je suis obligé de faire avec, malgré mon kilo de trop, mes cheveux, ma mèche qui n'est plus là, et malgré les lunettes. Je me présente toujours en tant que Jean-Pierre, et le public tintinophile, j'entends pas tout le monde, le public tintinophile m'associe toujours, m'identifie au personnage de Tintin. Donc pour eux, je suis Tintin, donc je dois faire avec. J'ai été découvert pour incarner le rôle de Tintin au cinéma. Le producteur cherchait depuis 3 ans. Ils avaient fait des castings avec des vedettes de cinéma, avec Monsieur Tout-le-Monde, et il n'était pas d'accord. Alors puisque Tintin ne vient pas à moi, je vais aller à lui, et il a formé une équipe de chercheurs, de détectives, afin de découvrir le Tintin. Mais ils en trouveraient tous les jours, peut-être 10, 15, 20, des personnes susceptibles de ressembler à Tintin. J'ai été découvert sur la plage à Ostende, je m'occupais d'enfants. Pourquoi? Je me destinais à l'enseignement, et j'étais sportif, donc job d'étudiant, moniteur de sport sur la plage à Ostende. Et alors, jamais on avait dit au préalable que je ressemblais à Tintin, et pour tout le monde, c'est devenu évident. Le visage de Tintin n'existe pas. Personne ne peut ressembler. Mais avec moi, c'était plausible. Et alors, je n'ai jamais essayé d'interpréter Tintin. J'ai joué comme si l'aventure m'arrivait à moi, et ça correspondait. C'est la raison pour laquelle, je crois, j'ai été choisi parmi tant d'autres. Étiez-vous fan avant d'incarner le personnage? J'étais pas fan, mais j'adorais. Le mot fan n'existait pas. Vous ne savez pas ce que c'était être fan. Mais je connaissais Tintin. À Saint-Nicolas, la Noël, chaque année, tous les petits Belges recevaient un album de Tintin. J'ai découvert le monde grâce aux albums de Tintin. J'ai découvert qu'il y avait des glaciers, qu'il y avait des montagnes au Tibet, qu'il y avait la civilisation Inca. On découvrait le monde, il n'y avait pas de télévision. C'était fabuleux. En plus, les valeurs véhiculées par Hergé étaient très sympathiques, très humaines, très positives, et en plus de l'humour et une belle aventure. Donc je connaissais beaucoup mieux Tintin sans m'en rendre compte que le producteur et que le metteur en scène. Plusieurs fois lors du tournage, je disais « Alors Jean-Pierre, tu vois, tu fais ça ?» Ben non, Tintin ne ferait jamais. « Comment? Mais c'est écrit dans Chénier. » Ben oui, c'est écrit, mais moi je vois ça, il ne ferait pas ça. Et qu'est-ce qu'il ferait? Ben, tout simplement ceci. Il discutait pendant une demi-heure, alors que ça coûte cher la minute de tournage. Et alors finalement, j'ai toujours eu raison. Avez-vous été approché quand les Américains ont refait justement leur Tintin semi en une image de synthèse comme consultant? Absolument pas. Spielberg n'en a rien à faire de moi. Il a lu mon livre, il me connaît. J'ai été choisi parmi les 7 personnes qui l'ont officiellement reçu en Belgique pour l'avant-première, en présence de tout le monde. Et il m'a demandé « Où est votre mèche ?» Alors j'ai dit « Mais vous qui êtes commercial, elle est dans une boîte, elle vaut très cher. » Il a rigolé. Est-ce qu'on peut parler justement un peu de vos livres? C'est J'étais Tintin au cinéma. Ça, c'est en vente ici au Québec chez DBD. C'est la petite boutique, en fait, c'est une grande boutique de bande dessinée sur Saint-Denis à Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire ce livre-là? En fait,
Je ne suis pas comédien, on m'a demandé de jouer un rôle, c'est injuste. Hein, alors que tant d'acteurs de talent cherchent un producteur. Je ne suis pas écrivain et j'ai écrit un bouquin. Pour la même raison, on me l'a demandé. J'avais pas envie d'être encore présenté à la critique. J'avais pas envie de travailler. Je préfère jouer au tennis, courir et tout ça que d'écrire encore un bouquin. Mais l'éditeur m'a sollicité de manière intelligente. Il m'a laissé réfléchir. Il m'a un peu convaincu. Alors j'ai fait une réunion d'amis et d'autres tintinophiles. Et qu'est-ce que vous feriez? Mais écoute Jean-Pierre, quand tu seras parti, tout ça, tous tes souvenirs, tous tes objets vont être dispersés, ils vont être oubliés. Le livre, lui, restera. Tu dois le faire pour ta famille. Et le lendemain, j'ai commencé. D'ailleurs, je dédicace. Il y a un prologue. Le voilà. Et c'est pour ma famille. Voilà. En espérant, je termine pour mes petits-enfants Igor, Margot, Elliot, en espérant qu'ils seront fiers de leur papy Tintin. Alors j'ai écrit, ça m'a pris 1 an, mais sans forcer. C'est-à-dire que je descendais en TGV à Avignon pour une prestation Tintin, par exemple, pour dédicacer là-bas. Mais en TGV, je descendais, je relisais, j'arrivais à l'hôtel, je modifiais, je rajoutais. De ce que je me souvenais, je raccourcissais pour insérer quelque chose. Et alors j'ai laissé à l'éditeur le soin de découper, de faire le découpage, de faire le découpage et de mettre les titres. Parce que j'avais trop de pudeur que pour insérer des titres un peu percutants. Et c'est lui qui a choisi les photos. Je n'ai toutes les photos, c'est lui qui a choisi la mise en page, etc. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose? Ben non, moi je suis ici heureux d'être là parce qu'on m'a sollicité de manière intelligente. Je ne suis pas un people, hein, donc je préfère jouer au tennis, comme je dis, faire du ski avec mes petits-enfants que de venir en prestation Tintin, mais je me déplace chaque fois quand je sens qu'il y a un besoin. Et comme je suis venu au Québec seulement 2 fois, la première fois c'était à Québec, au Festival BD, j'avais dédicacé pendant 2 jours non-stop. Et alors ici, je savais qu'il y avait un besoin, je savais qu'il y avait une attente. En plus, la manière dont j'ai été sollicité et la manière dont je suis reçu font que je m'amuse bien. Et si je fais plaisir à des tintinophiles, hein, je suis heureux d'entretenir le mythe de Tintin, pas pour moi, pour Hergé. Parce que sans lui, je suis rien, et lui est tout. Quel est celui qui a tourné 2 films il y a 52 ans, qui est encore connu, et qui passe des heures et des heures à dédicacer? Ça n'existe pas. Donc, c'est parce que c'est Hergé, j'en ai bien conscience. En fait, nous, on est très heureux de vous avoir accueillis. C'est vraiment sympathique d'avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup et bonne chance avec votre livre. Marvel ou DC? Marvel. 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 DC. Marvel. 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 DC. Batman de Schumacher ou Green Lantern? Batman. Batman de Schumacher. On va dire Batman and Robin. Ouais, c'est vrai. Pour les astronauts. Green Lantern. J'ai vu Green Lantern il n'y a pas longtemps. Fait que dans le flou, je vais dire le Batman de Schumacher. La voix de Christian Bale ou la voix de Cookie Monster? J'aime Cookie Monster, moi. Cookie Monster, quand même. La voix de Christian Bale. Cookie Monster, officiel. Christian Bale. Cookie Monster. Cookie Monster. Cookie Monster. Chuck Norris ou Chuck Norris? Chuck Norris. Chuck Norris. Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. We're here with Mr. Mike Mignola, and what do you know, Mr. Mignola? Rocket Raccoon is going to make it to the big screen. It's going to be 2 of your characters on the big screen in 10 years. How do you feel about that? Because I know your first work, one of your first work with Marvel, with Bill Mantlo writing, was The Adventures of Rocket Raccoon. Right. And how do you feel about that? Well, I didn't create Rocket Raccoon, so I have no feelings about it one way or the other. I mean, I obviously can't believe that they even brought Rocket Raccoon back into the comic, let alone to make a movie. And with the movie, I'll believe it when I see it. So maybe it'll happen, maybe it won't. It makes me happy that you worked on Rocket Raccoon because it allowed you to work on a beautiful 3-issue of the Incredible Hulk with Bill Mantlo. And to my opinion, the Incredible Hulk number 312
is the most beautiful issue of Hulk ever made. This image of the Hulk is the most beautiful drawing of the character I've ever seen. Wow. Are you still, seriously, it brings tears to my eyes just watching it. Are you satisfied with the work you did on The Incredible Hulk? Are you still remembering fondly those years? Not at all. I actually think the work's horrible, and fortunately, I had a very good inker, a guy named Jerry Talbot, who inked me on these books. I was brand new, I had no idea what I was doing, and Jerry redrew a lot to make me look much better than I was at the time. I just had no idea what I was doing. It was a nightmare every day drawing comics. Rocket Raccoon, I was kind of like okay, because it was goofy and it was animals and stuff, but I was never cut out to be a superhero guy. And the Hulk, in particular, I found amazingly difficult to draw. And in fact, this issue, if it's the one I'm thinking of, my girlfriend at the time drew maybe a quarter of this comic. Sure. because I couldn't, again, when they gave me the Hulk, it was, what did I start? I started in... With that number. Yes, I started on 311, which was Hulk in space with monsters. And I could draw monsters, so that was fine. But then this issue of the Hulk is all flashbacks of Bruce Banner as a little kid. So it's babies and children, which I cannot draw at all. So all the babies, all the children in this were drawn by my girlfriend at the time. I did do that drawing of the Hulk, but I did a horrible version of it, and Jerry made it look much better when he inked it. So no, I have no fond memories. Hellboy. Yes. The mandatory Hellboy question. What is the future of the character? Where are you taking it? You're going back to the character. Yes. Is there gonna be more story written, more long-term story written and drawn by you? Yes. I killed him last year, so now he's in Hell, which is much more fun to draw. So yeah, I have no plans to do anything but draw Hellboy in Hell. I would like to know, you didn't work that much those last years for DC's and Marvel, and that is okay. We do not mind. We're happy to see you do what you do. We love you. But is there a possibility of you working on one of those corporate characters exceptionally? One last time. If they call you to make to draw a character, which character would you like to do? I don't think there's anything they could offer me that would make me go back. Once I've gotten used to drawing my own character and being my own boss and doing literally whatever I want, there's nothing at all appealing about going back and working for somebody else. Some of the old Jack Kirby characters would be fun to draw, but I can draw them for myself. I don't need to draw them for those guys. Since you did Cosmic Odyssey, wouldn't you go back to that whole mythology? Jack Kirby's mythology, you worked a little bit with Jim Starlin. Would you like to collaborate with the man again? Yeah, I was such a fan of Jim Starlin that it was a thrill to do Cosmic Odyssey, but we did it, you know, and again, I've got my own mythology, you know, it would be probably fun to work with Jim again, but not for Marvel or DC. Is there an artist you would have liked to see draw your own character, Hellboy? You know, I mean, I've been fortunate to work with guys like Duncan Fegredo and Richard Corbin, who I never in a million years imagined I'd get a chance to work with. You know, I'm sure maybe there's somebody I'm just not thinking of that I'd love to see work on Hellboy, but right now I'm just excited about doing it myself. So, you know, I don't have a wish list out there now of guys I'm dying to work with. Favorite character of all time? Non-Hellboy? Again, it's a toss-up between some of the a lot of the Stan Lee, Jack Kirby stuff. You know, I love the Fantastic Four. I love Thor. Fan of the Demon? You know, I was not a DC Comics guy, so I appreciate the Demon. I've never read them all, but you know, for me, the stuff that hooked me was the stuff that I loved as a little kid. And Thor and the Fantastic Four are probably, you know, neck and neck for my favorite things. Last question. You are dying, biting the big bazooka in 5 minutes. Only one of your comic can survive. Which one will it be? So if I'm dying, why is only one of my comics surviving? Because it's my game. I'm just calling the shots. Let's see.
You know, oh, I know, it's easy. The Amazing Screw-On Head collection. If I can get the whole trade paperback or hardback book, The Amazing Screw-On Head and Other Curious Objects, because The Amazing Screw-On Head, and especially a story that's in there that I did with my daughter called The Magician and the Snake. Magician and the Snake, I think, is the one note perfect thing I've done. My daughter plotted the story when she was 7 years old. I drew it, and it just worked. I don't know that I'll ever do anything better than that one. Funny you should say, because it's all our favorite story too. Good, excellent. It was a pleasure meeting you, Mr. Mignola. Nice to meet you. Donc, on est ici avec Mr. Ruben Miranda, avec l'accent, de Collectible Heroes, et je lui ai posé la question de savoir c'est quoi justement, comme tout à l'heure, le comic le plus important de sa vie, celui qui lui a donné la passion de ce médium-là et qui lui a donné envie d'être dans le retailing. And it seems that you have a really peculiar story concerning that comic book. Well, the most important comic book for me, for my collection, is actually a comic book I do not own. One of the very first comic books I ever read in the early 70s, I'm pretty old, was a Batman comic. It was a 30-cent cover. And at the end of the story, Batman is flying a plane. It's not the Bat plane, but he's flying a plane and there is a gun put up to his temple. A panel shows him, you know, a word balloon for being shot, and then we see Batman's head on the console and the plane goes down. That was the end of that particular comic book. And I never found the next issue. That story still remains unresolved for me. So that story was not unresolved, and it's a book that I both want to read, but I don't want to read. I joke sometimes that that'll be the last comic book I ever buy, and when that story is finally finished. So I do look for it, but I don't look for it. And also, it's kind of a holy grail type thing that I don't really knock myself out about finding. That was a beautiful story. And we don't know if Batman will be alive in the next episode. The story was not resolved. I don't know.